Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes, parce qu'il y a des gens de partout qui sont là avec nous aujourd'hui. Je suis tellement contente d'être avec vous pour vous parler d'une discipline, d'une façon de procéder avec le mouvement oculaire, quelque chose que j'utilise déjà depuis pas mal d'années et que j'utilise pour moi, parce qu'on peut le faire pour soi-même, et aussi en accompagnement pour d'autres personnes. Donc, si vous êtes du métier de l'accompagnement, par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres. Et si vous êtes ici pour vous-même, ben, vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour vous-même. C'est l'intérêt, je dirais, de ça, c'est autant pour soi que pour les autres. Donc, il y en a pour tout le monde, vraiment. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse. Bon, soit le fait qu'on peut bouger les yeux et que ça donne quelque chose, soit l'accompagnement en soi, le développement personnel, le travail sur vous-même. Donc, peut-être que vous pouvez m'écrire dans le chat, dire un petit peu les raisons qui vous emmènent. Est-ce que c'est pour utiliser ou apprendre en accompagnement? Est-ce que vous êtes coach, vous êtes thérapeute? Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est pour une interrogation? Donc, je vous laisse m'écrire et au fur et à mesure, je pourrais dire les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. J'aimerais commencer à vous expliquer un peu d'où vient cette approche de l'EMA, AMO. Donc, je vais faire une projection d'écran. J'ai appelé ça le EMA pour en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que c'est international. Donc, c'est plus facile. Eye Movement Actualization. Et en français, AMO pour actualisation par les mouvements oculaires. Mais disons que la majorité du temps, je dis EMA, tout simplement pour que ce soit plus facile pour la majorité des gens de comprendre de quoi on parle en fin de compte. Donc, ce qui est merveilleux de tout ça, c'est que ça fait déjà quelques années que je suis sur Terre. Certains d'entre vous, vous allez reconnaître les petites rides qui parlent, ou ici, vous les petits sourires, qui est là déjà depuis quelques années. Donc, je vais faire un retour en arrière pour que vous compreniez et pour vous aider à saisir les nuances et les distinctions aussi entre différentes approches de mouvement oculaire, parce que nous sommes en ce moment en 2026. Donc, il y a des gens qui vont nous écouter dans 10 ans, vont dire, oh, c'était déjà en 2026. D'autres personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On est en 2026, mais je travaille avec le mouvement oculaire déjà depuis, j'ose même pas vous dire, là. On va le dire éventuellement, là. Je vais vous donner des chiffres, vous allez comprendre un petit peu. Donc, je retourne en arrière. Quand j'étais adolescente, et vraiment, j'ai commencé quand j'étais adolescente, j'ai toujours été très intéressée par la nature humaine, la compréhension de l'humain, et j'avais une facilité naturelle à me synchroniser aux gens, à être en lien avec les différentes personnes et à aller à l'intérieur de moi, de ce qu'aujourd'hui j'appellerais un état hypnotique. Quand j'étais adolescente, je savais pas que ça s'appelait comme ça, pour me connecter, à aller chercher différentes formes d'informations, soit à travers des expériences de conscience modifiées, par exemple. Donc, des ondes du cerveau, me connecter pour avoir toutes sortes d'informations. Et je me suis rendu compte assez rapidement, et j'étais encore une fois adolescente, que l'exploration de la compétence humaine, des forces de l'être humain et du pouvoir de l'être humain m'intéressait follement. Et que toutes les capacités extraordinaires, qui sont appelées comme ça, moi, que je trouve normales et ordinaires, là, mais ces fameuses capacités extraordinaires que l'être humain a, si on commence à développer nos forces et nos compétences et nos capacités, ben, on peut s'améliorer en tant que personne, mais on peut aussi apprendre à mieux gérer, comme mieux gérer ses émotions, par exemple, mieux gérer l'atteinte de ses objectifs, éviter, par exemple, d'avoir trop de résistance ou carrément se saboter par rapport à l'atteinte d'un but. Et quand j'étais adolescente, comme j'avais ce désir de l'être humain, j'ai commencé à accompagner, à aider mes petites copines, mes petits copains. J'ai vraiment commencé jeune, hein. J'avais pas de diplôme à cet âge-là. Mais c'était spontané, c'était naturel. Et les gens venaient vers moi pour me poser des questions et savoir toutes sortes de choses. Donc, je me suis dit à cette époque-là, qu'est-ce que je pourrais faire, apprendre, dans le sens de apprendre, pour mieux aider et accompagner les gens qui ont toutes sortes de questions, qui vivent toutes sortes de choses. Je faisais des études universitaires à ce moment-là, j'en ai fait plein, mais je faisais aussi des études universitaires
J'ai commencé jeune mes études parce que j'aimais ça, j'étais encore une fois très curieuse de nature. Mais je me suis dit, c'est pas aller chercher aussi autre chose. Mais je savais pas quoi. Et un jour, j'avais 14, 15 ans à peu près, il y a des Américains qui arrivent au Québec. Donc moi, je vis au Canada, je vis au Québec depuis que je suis toute petite. Mes parents sont français, mais ils ont immigré au Canada. À l'époque, c'était, vous savez, cette époque où il n'y avait pas de logement en France, où on avait envie d'explorer l'Amérique. Donc, je vis au Canada, au Québec. Et j'ai eu la chance, quand j'étais adolescente, de rencontrer des Américains qui sont venus au Québec pour donner des formations en développement personnel. Donc, j'ai toujours été dans ces milieux-là, même depuis que je suis enfant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu un intérêt pour la nature humaine. Et comme je suis parfaite bilingue, parce que je faisais aussi mes études en anglais, donc je suis allée à l'étude français, ensuite j'ai suivi en anglais, je suis retournée en français, voilà, un mix de pas mal de choses. Et que j'aime beaucoup faire de la traduction, de l'interprétation. Ces gens-là, qui étaient des amis, m'ont demandé de faire de l'interprétation pour eux lors de stages et de conférences qu'ils allaient donner au Québec. Donc là, je remonte dans la fin des, on va dire plutôt, la mi des années 70, on va dire même 72, 73 à peu près. 74, 75. C'est là que j'ai rencontré ces gens qui venaient donc d'ailleurs et qui, je ne le savais pas, étaient des enseignants en PNL. Donc, j'ai connu la programmation neurolinguistique, la PNL, en 1974 à peu près. Et puis, j'ai commencé à faire de la traduction pour des conférences pour ces enseignants en PNL. Et on s'est liés d'amitié. Bon, j'étais pas mal plus âgée que moi déjà à cette époque-là. Mais on s'est liés d'amitié. Et ils m'ont ouvert l'esprit, mais aussi la connaissance, je dirais, à mieux connaître la PNL. Et j'ai fait un premier stage de développement personnel avec la PNL lorsque j'avais 18 ans avec eux. Et c'est là que j'ai eu cette curiosité de compréhension, parce qu'on utilisait des outils, de réaliser que on peut apprendre des choses qui aident les gens à changer. Donc, pas juste avoir une connaissance intellectuelle, pas uniquement avoir, comme moi je faisais, une connaissance aussi de connexion, mais on peut très très bien, par l'observation, par des protocoles particuliers, par des techniques spéciales et par des recherches scientifiques, aider les gens à être mieux, à évoluer et à changer, d'où notre sujet aussi d'aujourd'hui par rapport au mieux-être, au bien-être, être bien avec soi. Quand j'ai commencé à apprendre la PNL, donc là on est en 1975, la PNL était assez jeune comme discipline. Ça faisait pas 25 ans qu'elle existait. Donc, c'était très, très jeune. Et les créateurs de la PNL, qui étaient trois à l'époque, se sont un petit peu séparés chacun de leur côté pendant un certain temps. Et ces trois créateurs de la PNL démarraient cette discipline qu'ils avaient ensemble concoctée, découverte et mis en place à l'Université de Santa Cruz en Californie. C'est là que ça a été enseigné avec les étudiants de l'université au tout démarrage. Et moi, quand j'ai commencé la programmation neurolinguistique, il y a beaucoup de choses qui m'ont intriguée dans cette approche. Une des choses qui m'a intriguée dès les années 75, je dis ça pour nos amis suisses et nos amis belges qui nous écoutent. Donc, une des premières choses qui m'a intriguée, ça a été justement le mouvement oculaire. Parce que figurez-vous que même au tout début de la PNL, donc moi je l'ai apprise en 75, autour, au tout début de la PNL, il y avait déjà des recherches que les créateurs de la PNL avaient demandé à des scientifiques, à des chercheurs, pour découvrir quand les yeux bougeaient, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, parce qu'ils avaient anticipé ou intuitionné, ça dépend comment vous voyez les choses, que probablement qu'on activait certaines choses à l'intérieur de nous, des mémoires, des accès oculaires qui nous donnaient de l'information. Donc, c'est loin tout ça parce qu'il y a eu tellement de recherches aujourd'hui faites sur le mouvement des yeux qu'on est loin des recherches de l'époque. Mais moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est intéressant? Et j'ai observé
pendant des années, toutes les personnes autour de moi, comment les yeux bougent. Bon, évidemment, hein, je suis toujours en train de dire, ah, t'as bougé là, ou t'es en train de faire ci, ou là, tu viens de faire ça, évidemment, là. On veut pas les embêter, mais à chaque fois que je fais de l'accompagnement, de la consultation ou de l'enseignement, c'est une nature seconde, bien sûr, d'avoir cette capacité d'observer que les yeux bougent et qu'il y a une raison pour laquelle ils bougent et ils bougent pas n'importe où, ils bougent pas n'importe quoi et ça veut dire certaines choses. En tout cas, dans notre cas à nous, avec le EMA, le AMO, ça permet vraiment d'activer des ressources que la personne a à l'intérieur d'elle. Donc, j'ai fait mes formations en programmation neurolinguistique. J'ai fait le praticien, le maître praticien, l'enseignant et le master trainer, donc le maître enseignant, en étant la toute première femme dans toute la francophonie à avoir ce titre de maître enseignante. J'ai commencé jeune, encore une fois, et la discipline était récente quand j'ai commencé. Et je me suis rendu compte assez rapidement, en fait, donc quand j'ai commencé mes premières formations officielles, on va dire, avec aussi les créateurs de la PNL, dans les années 80, 80, même si j'avais commencé en 75 avant, mais avec d'autres enseignants, comme vous savez, mais qui étaient aussi enseignants PNL. J'ai réalisé très rapidement qu'il y a des choses qu'on m'enseignait, qu'on m'expliquait, par exemple avec le mouvement des yeux, mais que moi, quand j'observais à mon tour ou quand je posais des questions, j'arrivais pas aux mêmes conclusions. J'avais pas les mêmes commentaires ni les mêmes compréhensions de ce qu'on m'enseignait. Donc, ça m'a emmené des points d'interrogation dans le visage, comme en ce moment. Mais ça m'a emmené à me dire, OK, je vais creuser plus, je vais comprendre plus. Donc, laissez-moi vous expliquer ce que j'avais observé à l'époque, qui pour moi avait pas trop de sens. Donc, quand j'ai commencé à apprendre la PNL, je vais faire un petit partage d'écran pour vous le montrer. Dans les mouvements oculaires, ça, c'est des photos de jeunes qui sont tirées de mon livre que j'ai co-écrit, qui s'appelle Des mots et des phrases qui transforment la PNL appliquée à l'éducation. Donc, parce qu'on travaille avec le mouvement des yeux aussi avec les enfants, pas que avec les adultes. Et une des choses que j'avais appris en PNL, je vais le partager avec vous à l'écran, c'est ce modèle ici. Et ce modèle-là, ben, on l'enseignait en PNL dès la fin des années 70, puisque c'est le modèle que j'avais appris. Et ce modèle-là, il disait ceci. Il disait que quand on observe quelqu'un en face, ok, donc quand on observe quelqu'un, ou si vous le faites pour vous-même, par exemple, si vos yeux, donc admettons que c'est vous, vous pouvez le tester en même temps que moi, si vos yeux vont vers le haut à votre droite, ça veut dire que vous êtes en train de vous construire une image à l'intérieur de vous. Construire veut dire quoi? Veut dire créer, imaginer, inventer. Et que si vos yeux vont de l'autre côté, donc à votre gauche, si on parle de vous-même, par exemple, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de vous souvenir, donc c'est ce qu'on appelle le VR, le visuel remémoré. Vous êtes en train de vous souvenir en termes visuels de quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est des expériences vécues, du passé, des choses, des rappels de mémoire, si vous voulez. La même chose au niveau auditif, au centre. On entend un son qu'on connaît ou on crée un nouveau son, on imagine un son. Et si les yeux vont vers le bas, ce qu'on disait dans la formation PNL que j'avais suivie très jeune à cette époque-là, que si on regardait en bas à notre droite, c'est qu'on était dans le kinesthésique ou si vous préférez les émotions, le ressenti. Et si les yeux allaient de l'autre côté, ce que ça voulait dire, c'est qu'on se parlait à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle le dialogue interne ou la petite voix intérieure. Bon, ça, c'est ce que j'avais appris. Mais dans l'observation, et même quand j'ai suivi mes formations de PNL au début, ce que j'observais, c'est que des fois, les gens me parlaient de une image, donc un souvenir qu'ils avaient de quelque chose qu'ils ont vécu, comme par exemple leur dernier voyage. Et ils me racontaient à quel point l'eau de la mer était magnifique, transparente. Ça me fait penser à certains voyages que j'ai faits. Je suis allée plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie
bon, Polynésie aussi, mais en Nouvelle-Calédonie, l'eau est une limpidité dans le lagon, c'est de toute beauté. Donc, vous savez, c'est magnifiques couleurs. Donc, les gens parlaient de leur voyage, puis au lieu que les yeux vont où ça devrait, selon le modèle PNL classique, qui aurait dû être pour remémorer, des fois, les yeux allaient ailleurs. Et pas toujours en haut, des fois au centre, des fois en bas. Et j'ai, oula, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai réalisé, en fait, à travers des études que j'ai fait avec ma clientèle et dans l'enseignement, que le mouvement oculaire n'était pas vraiment en lien avec le modèle de base traditionnel de la PNL, qui remonte encore une fois aux années 70, faut le dire, donc c'est pas récent aujourd'hui. Et que à l'époque, il disait que ce modèle-là, c'était un modèle qui était pour tout le monde. Mais moi, j'ai vite réalisé que selon à qui je parlais, si les gens étaient droitiers ou gauchers, par exemple, que le mouvement des yeux, des fois, était inversé. Donc, tout ce qui devait être d'un côté pour une personne était de l'autre côté. Donc, on peut faire une inversion complète du modèle. Mais j'ai aussi réalisé que pour d'autres personnes, il n'y avait pas que l'inversion gaucher-droitier exemple, par exemple, mais une inversion des modes. Et je me suis demandé, mais comment est-ce que ça peut être le cas? Donc, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais en PNL, les travaux sur le mouvement oculaire, vous l'avez peut-être vu à l'écran quand j'ai passé la diapo tout à l'heure, je vais juste le remettre pour que vous le revoyiez, date de 1977, avec les travaux du docteur Camilla à l'Institut Langer Porter à San Francisco. Pourquoi San Francisco? Ben parce que les créateurs de la PNL, Pusely, Grander et Bandler, étaient tous les trois en Californie. Encore une fois, ils étaient autour de l'Université de Santa Cruz. Donc, ce qu'il a découvert, c'est qu'il y a une notion entre les mouvements oculaires et les ondes cérébrales. OK, donc commençons par ça. Moi, je remarquais quand les yeux bougeaient que les gens avaient aussi des indices d'état de transe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je faisais aussi de l'hypnose. Depuis longtemps, je travaillais avec les états modifiés de conscience. Je vous en ai parlé très, très jeune, enfant. Et je faisais déjà des mouvements d'ouverture de conscience. Donc, quand je voyais les gens qui avaient des mouvements oculaires, je vais revenir sur les indicateurs de transe dans un instant, qu'ils allaient dans un état second, donc cet état d'ouverture de l'inconscient, mais aussi de la conscience, ça dépend comment ou quelle forme d'hypnose on va faire. J'ai très vite réalisé que les yeux bougent, oui, en lien avec le système de représentation. Ça veut dire quoi le système de représentation? Ça veut dire avec les modes sensoriels, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Ce qu'en PNL, on appelle le VACOG ou les sens, si vous préférez. Mais qu'en plus de ça, il bouge en lien avec l'encodage ou à l'intérieur de la personne, dans son inconscient, mais aussi dans son cerveau. L'information est storée, donc l'information est gardée pour ensuite la réactiver au besoin. Donc, c'est un petit peu comme une activation de mémoire. Et dans ce cas-ci, de mémoire qui peut être récente, mais qui peut être aussi plus ancienne. Et le mouvement des yeux, activant un état de transe, permettait d'avoir de l'information à différents niveaux. Ça, on m'avait pas expliqué ça en PNL du tout. Là, ce que je vous explique, c'est ma compréhension avec les années de ce travail que je fais et que maintenant, avec l'AMO, j'enseigne complètement différemment et j'ai développé une approche qui n'est pas du tout basée sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'en haut c'est visuel, au centre c'est auditif, puis en bas c'est ceci, puisque le modèle traditionnel de PNL n'est qu'un modèle, faut le rappeler. À l'époque, on me disait que c'était comme ça pour tout le monde, mais c'était pas du tout ce que j'observais. Et un modèle, c'est fait pour être une grande généralisation, mais c'est pas nécessairement une obligation pour tous. Beaucoup d'autres recherches ont été faites aussi après, toujours avec la PNL sur le mouvement oculaire, toujours dans ces années 1970, 1980. Là, je suis en train de retourner à la diapo, je vais vous le remontrer.
Le mouvement vertical des yeux répond à des indications sensorielles spécifiques. Ça, c'est les travaux de Diss, de Owens, de Tomlinson. On a observé des micro-mouvements qui accompagnent les pensées. Et ça, c'est super intéressant. Quand je pense à quelque chose, les yeux bougent. Et je vais vous faire des démonstrations tout à l'heure de ça. Donc, 1974. Ensuite, il y a eu des études sur la latéralisation cérébrale, la profondeur hypnotique avec les yeux, avec les recherches de Yapko en 1981. Donc, vous voyez, ça date d'un certain temps. Ensuite, en 1985, des tests sur les mouvements des yeux, les différentes hypothèses en PNL, en programmation neurolinguistique, etc., etc., etc. Donc, dès le départ, quand j'ai vu que ses yeux, ça suivait pas le modèle traditionnel, ça m'a donné envie d'explorer et c'est de là qu'est venu au monde le EMA pour dire, OK, je parle de choses que j'observe, de choses qu'on me dit, mais je vais beaucoup plus loin avec la clientèle et avec les étudiants que j'enseignais pour découvrir qu'est-ce qui se passe réellement pour eux quand les yeux bougent, quand les yeux vont dans différentes régions. Parce que moi, ce que j'avais appris en PNL, c'est pas vraiment comment utiliser le mouvement oculaire, c'est plus l'observer. Et une des choses qu'on disait à l'époque, mais que je dis encore aujourd'hui, parce que j'ai remarqué que effectivement, quand les yeux vont en haut, la plupart du temps, on sait qu'il y a de l'information dite visuelle qui est là, qui est installée. Donc, ce qu'on disait pour la gestion émotionnelle, par exemple, parce que c'est aussi un sujet important de l'utilisation du mouvement des yeux, c'est que si je suis vraiment dans mes émotions, donc vous l'avez peut-être remarqué, si quelqu'un est triste, par exemple, ou vit quelque chose de difficile, vous voyez, je suis déjà en train de le faire, là. La majorité des gens vont avoir une posture et même un visage plus vers le bas. Et en PNL, on disait qu'on était plus dans notre ressenti, on était plus en kinesthésique quand on faisait ça. Donc, moi, ce que j'observe, c'est quand les gens vont souvent vers le bas, ils vont effectivement réactiver de manière totalement inconsciente. C'est rare les gens qui le réalisent, mais ils vont réactiver des sensations ou des émotions pas toujours agréables, ça dépend ce qui est encodé là. Et que si je leur demande, et on peut le faire, vous pouvez l'essayer là en ce moment si vous voulez, de changer juste la posture et emmener les yeux plus vers le haut, et c'est ce qu'on disait en PNL dans les années 70, que j'ai plus accès à ces émotions, j'ai accès à autre chose, ce qui fait que je suis pas dans un mode émotionnel très difficile à gérer. Je suis plutôt dans un mode d'information, parce que je reçois toujours de l'information, mais beaucoup plus sous une forme visuelle. Et ça, c'est un truc extraordinaire déjà pour mieux gérer certaines émotions, quand on est dans une situation où c'est difficile. Évidemment, après, on fera notre travail personnel. C'est pas suffisant de réaliser que je lève les yeux pour changer tout, là. Je veux que vous compreniez ça. C'est pas de la magie dans ce sens-là, mais c'est une compréhension de notre fonctionnement humain, de comment on fonctionne. Donc, quand j'ai appris tout ça dans les années 75, 75, le début des années 80, après, parce que j'ai fait mes formations, je suis devenue, comme je l'ai dit, maître enseignante en PNL et j'enseigne à travers le monde déjà depuis tellement d'années. J'ai appris après que plein d'autres personnes avaient commencé à avoir des intuitions, des compréhensions sur le mouvement des yeux. Certains, à partir des modèles de PNL, comme moi, et d'autres de manière plus intuitive, en faisant des démarches et du travail sur eux. Comme par exemple, vous avez peut-être entendu parler, c'est une des techniques de mouvement oculaire les plus utilisées ou connues sur la planète, le EMDR. Je vois plusieurs personnes qui font ça. Donc, EMDR, je vous le lis, là, intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Bon, aujourd'hui, ils ne travaillent plus qu'avec les yeux, hein, ils utilisent aussi autre chose dans le EMDR. Mais la personne qui a développé le EMDR, donc on parle de Francine Shapiro, en 1987. Et Francine Shapiro, en 1987, donc c'est une psychologue américaine qui avait son bureau de consultation en Californie. Et à un moment donné, elle était malade, elle avait des soucis de santé.
Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé que quand on a une problématique de santé, ben, on essaie de trouver des solutions. Et bon, évidemment, il y a des solutions médicales, mais il y a aussi des solutions de genre développement personnel, travail sur soi, compréhension des raisons pour lesquelles on a ça, changement de style de vie, alimentaire, physique, enfin, pas de prix. Et à un moment donné, l'histoire dit, parce que moi j'ai pas connu Francine Shapiro, mais l'histoire dit qu'à un moment donné, elle se promenait dans un parc et elle a remarqué que quand elle bougeait ses yeux de manière volontaire dans certaines directions, elle allait mieux. Ça, c'est en 1987. Moi, j'avais connu la PNL en 74-75. Donc, vous voyez, on est quand même quelques années avant. Et j'avais les mêmes conclusions. Que selon où on va bouger les yeux, on peut être mieux, on peut être moins bien. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des recherches qui ont été faites sur le mouvement des yeux et les pensées. Et j'avais effectivement remarqué que selon le type de pensée que moi j'avais, comme Francine Shapiro, elle a dit la même chose, que les yeux vont aller dans des directions ou dans d'autres. Donc déjà ça, c'est quelque chose qu'on observe, que selon ce qu'on pense, les yeux vont aller dans une direction ou dans une autre. Et pour vous expliquer ce que je suis en train de dire, il n'y a rien de mieux que je vous présente un petit vidéo qui a été pris. C'est une démonstration lors d'une formation de EMA. Je vais le jouer, je vais l'arrêter et je vais faire des explications. Mais vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Donc, je vais partir le vidéo. Je fais un partage d'écran. Alors, c'est dans une formation, c'est une démonstration que je fais. Là, tu viens de me parler qu'il y a un lâcher-prise qui est installé. Alors là, on est en train d'activer les ressources inconscientes parce que la beauté avec le EMA, c'est que c'est pas juste d'observer où les yeux vont, mais c'est aussi d'aller chercher, comme l'intuitionnait Francine Shapiro en développant le EMDR, mais comme moi je le faisais aussi avec le EMA avant ça, de dire que des ressources peuvent être activées par notre inconscient. Et je vais revenir sur l'état de transe et l'hypnose et pourquoi je lis ça à l'hypnose tout à l'heure. Et en faisant ça, ça fait émerger dans notre conscient ces ressources-là pour pouvoir les utiliser. Donc là, on parle de ressources. Est-ce que tu aurais besoin d'un lâcher-prise additionnel ou ce qui est là, c'est correct ici? Vous voyez pas trop ses yeux, mais on va faire un gros plan dans un instant. Mais vous remarquez que elle me regarde pas et elle est déjà dans un mouvement au niveau de ses yeux, alors qu'elle est à l'intérieur d'elle et qu'elle est déjà en train de nommer une ressource et de vouloir la connecter. Donc, j'ai commencé l'exercice. Ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est pas le début de la démonstration. On est déjà dedans. Donc, la personne est déjà à l'intérieur d'elle-même. Et en étant à l'intérieur d'elle-même, ben, les yeux, de façon Là, tu viens de spontanée, me se parler sont qu'il y a un placés. lâcher-prise qui est installé. Donc, le lâcher Est-ce prise. que tu aurais besoin d'un lâcher-prise additionnel ou ce qui est là, c'est correct et suffisant pour toi? Par rapport à la La première, première, la première, oui, la première. non, c'est suffisant. C'est suffisant, parfait. Et Vous avez remarqué cette fixation du regard? Ça, c'est quelque chose que vous faites vous aussi en passant, hein? Donc, c'est dit, oula, on fait tous ça, c'est spontané, naturel. La différence est que là, en ce moment, je vais lui demander de faire des mouvements oculaires volontaires, donc déterminés, fixés, pour aller chercher des ressources et activer des solutions de l'inconscient. Mais de manière spontanée et naturelle, les yeux vont toujours quelque part et ils vont chercher de l'information qu'on a d'encodée à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, encore une fois, ou dans les différents réseaux neuronaux qu'on active en faisant cette technique. tu vas maintenant avec la deuxième. Tu dirais quoi par rapport à lâcher-prise? C'était, oui, ça c'était bien un total lâcher. Donc là, vous voyez ce qui se passe? Elle commence à me regarder. Et quand elle me regarde, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a quitté sa ressource et elle est sortie de cet état que j'appelais l'état de transe avant. Maintenant, pour vous parler un petit peu plus de l'état de transe, j'en profite comme j'ai le vidéo de démonstration avec moi. Je vais juste faire un petit recul.
Je sais que tout le monde qui nous écoute ne font pas nécessairement d'hypnose, donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Par rapport à la La première, première, la c'était- première, oui, la première. Quand on regarde le visage, elle s'appelle Sylvie. Quand on regarde le visage de Sylvie, mais quand on regarde sa respiration, quand on fait de l'hypnose, il y a des indicateurs et des signes qu'on sait que la personne est en transe, sans nécessairement avoir besoin de se connecter sur des appareils qui vont, eux, mesurer les longueurs d'onde du cerveau. Parce que c'est à travers les longueurs d'onde du cerveau qu'on peut savoir à quel niveau de transe, par exemple, la personne est, ou si elle est restée dans son conscient. Et je vous montrerai sur une autre diapo ces différentes longueurs d'onde. Mais en observant le visage, je vais déjà vous donner des indicateurs. Vous voyez le mouvement. Ici, c'est comme un lissement de la peau, pas nécessairement en haut, mais ici. Et il y aura une déglutition. c'est suffisant. C'est suffisant, parfait. Voilà, vous l'avez vu? Ça va vite peut-être, mais vous pourrez réécouter le vidéo. C'est ça l'intérêt de pouvoir l'avoir de cette manière-là. La fixation du regard, c'est aussi une des choses qu'on voit beaucoup en hypnose. Et si tu vas maintenant avec la deuxième, tu dirais quoi par rapport à la chute? Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ce qu'on appelle un mouvement rapide des yeux, Par rapport à la chute. avec les paupières, des mouvements rapides. C'était, oui, ça c'était bien total lâché. Et ça fait partie aussi des indicateurs de transe. Bon, ça en prend plusieurs pour qu'on sache que la personne soit en transe. Et donc, tu l'avais déjà à Oui. ce moment-là. Oui. Et vous voyez ce qui se passe là aussi? Elle me parle, mais elle est encore connectée avec la ressource. Son regard continue à aller dans la direction. Et ce que je vous montre là, elle n'est pas du tout consciente de ce qu'elle est en train de faire, dans le sens que elle n'a pas dit je vais regarder là-bas, à droite, pour activer une ressource là. Les yeux se dirigent là parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui est encodé en dedans d'elle qui va ramener cette ressource, encore une fois, à son conscient. Extra. Mm. Dans la première situation, est-ce qu'il y a une ou des ressources qui t'aideraient à libérer ça comme tu le veux? Donc là, la question que je lui pose, c'est, parce que j'ai déjà mis à jour des situations avant, comme je vous ai dit, je ne démarre pas du début. Là, ce que je lui demande, c'est quelle autre ressource serait aidante? Parce que la beauté de ça aussi, c'est qu'on peut empiler des ressources ou en avoir plusieurs pour nous aider à atteindre notre objectif. Voilà. Autre indicateur de transe, elle rentre à l'intérieur d'elle. Vous avez vu la respiration? La respiration a changé. Parfait. Donc, ça aurait été aidant pour toi à ce moment-là s'il y avait eu cette vision. Que c'était temporaire. Oui. Parfait. Donc, je vais l'arrêter pour l'instant. C'était juste pour commencer à vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le mouvement des yeux, comme vous l'avez constaté chez Sylvie, se fait parce que je l'ai orienté. J'ai posé des questions et dans les questions que j'ai posées, ça a orienté pas nécessairement son regard. Je lui ai pas dit nécessairement regarde à droite ou à gauche, mais ça a orienté que ses yeux allaient dans une direction ou d'une autre parce que, et là je reviens aux travaux qui avaient été faits en PNL à l'époque, parce qu'il y a une corrélation entre le mouvement des yeux, les systèmes de représentation, donc le VACOG, les ondes cérébrales, et que ça permet d'approfondir un état hypnotique. Je vais juste vous le rappeler. Donc, Sylvie est allée chercher des ressources et c'est un exercice qu'on avait fait ensemble dans la formation de EMA. C'est pour ça que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, je vais revenir avec une projection de PowerPoint. Le lien avec l'hypnose. J'enseigne l'hypnose depuis plus de 40 ans maintenant. Plusieurs formes d'hypnose. Donc, j'ai appris l'hypnose classique, j'ai appris beaucoup de formes d'hypnose, j'ai développé des formes d'hypnose aussi. J'enseigne l'hypnose dite ericksonienne, l'hypnose transtemporelle, même l'hypnose de canalisation, parce qu'on peut faire tellement de choses avec l'hypnose. Et je vous avais dit que quand j'avais commencé à observer, quand j'ai fait mes formations de PNL en fin des années 70, j'avais déjà commencé à observer que plusieurs personnes, lorsqu'ils travaillaient avec le mouvement des yeux, en PNL, c'était juste une observation. On faisait pas de travail spécifique
autre que l'observer et poser des questions. Donc, moi, je me suis dit, ben, il faut l'utiliser. Et ça donne quoi d'apprendre quelque chose si c'est pas utile dans ce sens-là? Donc, je me suis dit, à quoi est-ce que ça sert vraiment et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et comme je connaissais l'hypnose, je me suis dit, bon, ben, ce qui est fabuleux là-dedans, comme j'observe des indicateurs de transe, selon Michel Kerouac, qui est le président de l'Association québécoise de l'hypnose de Milton Erickson, il dit que l'état de transe, c'est un état de concentration, de conscience modifiée. On dit altéré ici quand il y a eu des drogues, ce genre de choses. Induit ou naturel, dans lequel des suggestions positives ou négatives sont amplifiées. Donc, comme je voyais les indicateurs de transe, je savais que ça voulait dire qu'on pouvait, glisser des suggestions. Et glisser des suggestions, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander à l'inconscient de faire un travail particulier. Et qu'en étant dans un état modifié de conscience, on se connectait à de l'information à laquelle on n'a pas accès dans notre monde de conscience habituel. Concrètement parlant, ce que ça veut dire, c'est que si je cherche des solutions par rapport à une problématique et que je réfléchis avec ma tête, des fois mon mental il va bloquer ou il va trouver des solutions, mais des fois c'est pas nécessairement les solutions que notre inconscient choisirait. Et c'est pour ça que l'hypnose est vraiment extraordinaire comme discipline. Elle permet de faire en sorte d'aller chercher des réponses à l'intérieur de nous. Comme le docteur Milton Erickson, qui a été modélisé en PNL, le psychiatre, disait que l'inconscience est cette source de connaissances et de savoir infini. Il l'appelait des fois le sage, le inner master. Il disait c'est notre maître intérieur de cette manière-là. Donc, à travers l'état de transe que j'observais, je savais qu'on pouvait donc utiliser le mouvement des yeux pour induire des suggestions, induire des changements par conséquent, et par conséquent transformer et changer des programmations inconscientes non aidantes ou d'emmener au conscient de l'information pour qu'il change des mauvaises habitudes ou des mauvais patterns ou des façons de faire qui ne sont pas très efficaces. Donc, pensez bien qu'est-ce que j'ai fait. En bonne praticienne, j'ai pratiqué et je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé. Donc, j'étais avec un client à un moment donné. Je disais, oh là, je vais découvrir comment utiliser ces fameux mouvements des yeux. Quoi faire avec? C'était dans ce sens-là. À quoi est l'utilité? Et je parlais avec mon client. Donc, c'était une session de coaching parce que je fais du coaching, j'enseigne le coaching et je suis coach. Et dans cette session-là, à un moment donné, je lui pose une question parce qu'en coaching, on pose beaucoup de questions pour les personnes qui connaissent ça. Je lui pose une question et je vois tout d'un coup son visage tourner et ses yeux aller un petit peu comme Sylvie tout à l'heure sur le côté. Et là, il me dit, waouh, je viens de découvrir quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé et c'est une solution pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on pouvait utiliser le mouvement des yeux pour emmener les gens à solutionner des situations, à trouver des ressources qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux, qu'on fait aussi quand on travaille en hypnose. Mais avec le mouvement des yeux, c'est tellement rapide et c'est tellement simple et c'est tellement facile. Bon, moi, je peux bien vous dire ça, hein, parce que vous ne savez pas, hein, vous l'avez peut-être pas expérimenté. Mais moi, je peux vous dire ça parce que j'enseigne aussi l'hypnose. Et quand on utilise l'hypnose en consultation, en bureau de consultation, ben, il faut toute une préparation, on va parler beaucoup, on va emmener la personne à aller en transe, ensuite on va faire plein de phrases hypnotiques pour l'emmener et ça peut prendre 1 heure et demie, selon le temps de la session. Alors que là, mon client est allé lui-même chercher une ressource inconsciente qu'il a dit, waouh! Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait reproduire ça. C'est-à-dire, là, c'est lui qui est allé chercher parce que j'ai posé une bonne question. Et en posant une bonne question, il est allé chercher la bonne ressource. Mais mon objectif, c'était comment est-ce que je peux accompagner les gens à bouger les yeux dans certaines directions, donc de manière volontaire, pour qu'ils adhèrent à des solutions
qui sont aidantes pour eux et qui vont se manifester de leur inconscient, de leur être intérieur. C'était ça ma question. Et c'est là que j'ai commencé à développer des protocoles, des façons de faire. Donc, et si on fait ceci, et si on va là, et je l'ai testé. Et qu'est-ce que ça a donné? Je vais revenir à l'écran au partage. Ben, ça a donné que j'ai décidé d'appeler ça l'actualisation, le EMA, actualisation par les mouvements oculaires. Donc, j'aimerais vous expliquer pour quelles raisons j'ai fait le choix d'appeler ça actualisation par les mouvements oculaires. J'avais appris, parce que je suis à l'université, j'ai appris bien des choses. J'avais appris et j'avais lu aussi sur Abraham Maslow. Vous vous souvenez la fameuse pyramide des besoins? Et Maslow avait écrit plusieurs livres sur l'actualisation de soi. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en français, mais en anglais, self-actualization, c'est quelque chose qu'on utilise plus souvent. Mais moi, le terme actualiser me parlait beaucoup parce que pour moi, ça veut dire remettre à jour ou mettre à jour d'aujourd'hui ou transformer les anciens programmes pour qu'ils soient efficaces dès maintenant. Et je faisais le lien entre, ça vous est sûrement déjà arrivé, si vous êtes sur votre ordinateur, par exemple, et tout d'un coup, il y a un petit pop-up qui arrive et ça dit installation d'un nouveau logiciel ou voulez-vous mettre à jour. Et des fois, on fait quoi? Ça m'arrive aussi. Cette nuit, on est en train de faire quelque chose puis on veut pas être dérangé parce qu'on sait que si ça remet à jour tout de suite, ben, on en a pour un petit bout de temps. Et puis, si on veut continuer à travailler, très souvent, on va dire après. Donc, moi, je savais que notre inconscient, il a plein de programmations, des choses qu'on fait de manière spontanée, normale, régulière. Des fois, c'est très bien, des fois, c'est des mauvaises habitudes qui se répètent et que pour transformer ces mauvaises habitudes, par exemple, pour changer aussi ce que notre conscient des fois fait qui n'est pas adapté, on a besoin de réactiver notre inconscient et de réactiver des ressources pour qu'il y ait une communication entre le conscient et l'inconscient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut que j'appuie sur le bouton mise à jour. Parce que sinon, dans 10 ans, même avant, mon ordi va être pas mal désuet. Parce qu'il n'y a plus aucune application ou autre qui vont être efficaces. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous, en tant qu'êtres humains, on continue à avoir notre conscient, notre inconscient, sans nécessairement qu'ils collaborent souvent et qui travaillent pas aux mêmes époques de vie. Donc, qui sont pas synchronisés ou si vous préférez, qui sont pas actualisés. Donc, j'ai décidé d'appeler ça l'actualisation par les mouvements oculaires parce que en bougeant les yeux d'une certaine manière, comme je le fais avec mes clients et comme je le montre dans la formation, ça nous permet d'actualiser nos logiciels intérieurs à notre utilisation extérieure. En d'autres mots, pour que mon conscient et mon inconscient collaborent et donnent ensemble toute l'information pertinente pour pouvoir mieux générer le changement. Que si un travaille seul ou l'autre travaille seul, que c'est pas vraiment possible de faire du tout. Et après, ben, comme je reviens à l'hypnose, parce que tout ça est en lien avec l'hypnose finalement, je vais ramener le partage d'écran. Je vous avais parlé tout à l'heure des différentes ondes qui sont activées lorsque la personne est en hypnose. Ça, c'est des recherches qui remontent déjà il y a longtemps. Et il y a tellement de recherches scientifiques sur l'hypnose que c'est pas ça qui manque. Si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir trouver vraiment beaucoup de choses. Mais ce qu'on sait, c'est que les ondes, normalement, donc cervicales, pas cervicales, pardon, du cerveau, mais nos ondes, particulièrement alpha, c'est où on va se détendre, et jusqu'à θ, où on appellerait ça une imagerie mentale. Et ce sont dans ces ondes-là que nous, en tout cas, quand on fait de l'hypnose, on va faire la plupart du temps ce qu'on appelle des suggestions hypnotiques, ou si vous préférez, des demandes à l'inconscient pour changer des programmations, pour transformer des programmations. Donc, il fallait maintenant que je savais que c'était lié à différentes zones du cerveau, je savais que c'était lié
à l'état de transe. Je voyais bien qu'en bougeant les yeux d'une certaine manière, on pouvait avoir des solutions, on pouvait avoir des ressources qui étaient aidantes. Après ça, je me suis dit, OK, dans quel contexte ça peut vraiment être utile de bouger des yeux? Ben, clairement, tout le temps. On bouge les yeux à longueur de journée, donc on n'a pas besoin nécessairement d'aller dans un local fermé pour pouvoir le faire. On peut se le faire soi-même. L'auto-EMA existe et ça marche très très bien. On peut se le faire soi-même. On peut l'utiliser avec des clients, des patients, pour les aider à le faire. Mais par rapport aux différentes thématiques, toutes les choses qu'on vit dans la vie, si on n'arrive pas à les réaliser ou les mettre en place, c'est parce que, en termes PNL, il nous manque des ressources. Donc, il manque quelque chose pour le réaliser. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que avec tous les clients que j'avais, j'ai commencé à voir avec eux, quand je leur parlais de ressources importantes par rapport à l'atteinte de leur objectif, où est-ce que les yeux allaient. Donc, je vous invite juste à explorer. En ce moment, explorons ensemble, amusons-nous, là. Je vais vous demander de penser à un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, ça peut être j'ai besoin de vacances, ça peut être je veux déménager, ça peut être je veux choisir un nouvel emploi, ça peut être quelque chose de très simple aussi. Donc, prenez juste le temps de réfléchir à un objectif. Et déjà, je ne sais pas si vous le remarquez, mais rien que le fait de penser à un objectif, vos yeux vont déjà dans une direction. Ah, mais c'est pas un objectif réalisé. Ce que je veux dire par là, c'est que si je me fiais que là-dessus, sur où vont vos yeux quand je vous parle de votre objectif, je suis pas encore au bon endroit pour activer des ressources. Ça, c'est un rêve ou un défi, mais c'est pas une réalisation. Par contre, si je vous demande qu'est-ce qui t'aiderait à le réaliser? Alors, il y a des gens qui vont dire plus de motivation. D'autres vont dire j'ai besoin de m'apaiser. J'ai besoin de mettre de la place, me mettre en priorité, prendre ma place dans la vie. J'ai besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle des ressources. Qu'est-ce qui serait aidant pour vous? Donc, prenez le temps de juste penser à ça. Quelle serait une ressource qui, d'après vous, pourrait être aidante pour vous? Et je ne sais pas si vous le remarquez, parce que je vois certains d'entre vous à l'écran, là, la majorité d'entre vous, vos yeux vont quelque part. Et là, on va noter où vont les yeux. Vous montrer. Ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai appelé une cartographie oculaire. C'est-à-dire à noter quand vous êtes en contact avec telle ressource, comme par exemple la motivation. Où vont vos yeux? Et l'intérêt de ça, c'est que quand on demande à votre inconscient d'activer de la motivation, parce que c'est ce qu'on est en train de faire avec le EMA, il va chercher, on appelle ça une régression la plupart du temps, il va chercher un souvenir ou une expérience que vous avez déjà vécue, vous avez été motivé. Pour les gens qui font de la PNL, on appelle ça des ancrages, mais là, on le fait avec les mouvements des yeux et on le fait en hypnose. Donc, c'est un peu différent. Donc, si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as besoin comme ressource, qu'est-ce qui t'aiderait à atteindre ton but, notre inconscient, il est vraiment génial là-dessus parce qu'il va tout de suite nous dire, même sans nous le dire avec des mots, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qu'on a besoin. Et après qu'on l'a noté, ben, on peut le réactiver. Donc, je vous donne un exemple. J'ai travaillé à un moment donné avec une petite fille qui avait de la difficulté au niveau scolaire. Et à chaque fois que je parlais avec elle, je voyais que ses yeux allaient toujours au même endroit. Et elle s'en rendait pas compte. Encore une fois, parce qu'elle s'est rendue inconscient. Et là, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu as conscience, parce que je savais qu'elle n'en avait pas conscience. Est-ce que tu as conscience d'où vont tes yeux quand tu me parles? Ah, mes yeux bougent. Ah, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que la plupart du temps, comme c'est rendu inconscient, c'est des mouvements. Si vous savez pas ou vous ne prenez pas conscience d'où vont vos yeux, vous pourrez pas faire un EMA pour vous-même. Donc, faut apprendre à reconnaître où vont nos yeux et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais ça s'apprend, tout se développe. Donc, je voulais qu'elle prenne conscience. Et je lui ai dit, oui,
Oui, oui, moi j'ai observé que ça allait là, et toi? Elle l'a refait, et ses yeux allaient, disons, ici. Et je lui dis, OK, parfait. Donc, quand les yeux vont là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et ça, on fait ça aussi dans plein d'autres techniques de mouvement oculaire. Je vous ai parlé tout à l'heure du EMDR, mais je vous avais pas parlé du IMO, qui a été développé en PNL pour commencer, par un autre psychologue qui a développé le mouvement oculaire. Il l'a développé à partir de vétérans du Vietnam. Donc lui, c'était pour les chocs post-traumatiques. Et quand Steve Andreas, parce que c'est lui qui l'a développé, cette technique-là de mouvement oculaire, quand il utilisait cette technique, c'était pour libérer des traumas. Moi, mon approche est coaching, elle n'est pas psychothérapeutique. Donc, on va pas dans le trauma avec le EMA, on va dans des solutions. Mais en PNL, et là, je remonte aux années 80, début 80, utilisait le mouvement oculaire, parce qu'il était psychologue, pour aider des traumas. Et cette méthode a été reprise par une Canadienne, Dani Beaulieu, qui a développé le IMO basé sur les travaux de Steve Andreas en PNL. Et quand les yeux bougent quelque part, ils vont s'installer dans une activation qui peut être de problème, mais qui peuvent être autre chose. Donc moi, quand j'ai posé la question à cette jeune fille, quand tes yeux vont là, il se passe quoi? Et elle me dit, je suis en train de penser au dernier examen que j'ai raté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière spontanée, on peut se faire vivre à travers nos pensées des émotions négatives. Et dans son cas, à chaque fois qu'elle pensait aux examens à venir, elle réactivait des mauvais souvenirs. Donc, vous comprenez bien que c'est pas trop aidant, là, si on veut réussir, par exemple. Donc, je lui ai demandé, parce que j'ai bien observé qu'elle allait là, mais l'objectif, c'est pas de rester là. Pas avec le EMA, en tout cas. L'objectif, c'est d'emmener des ressources pour qu'elle réussisse ses examens. C'était ça le but. Et non pas qu'elle sache que si ses yeux vont là, par là, c'est qu'elle pense aux examens ratés qu'elle a déjà eus. Ça, c'est de la connaissance, c'est intéressant. Mais on veut pas que ses yeux retournent là-bas. Ou du moins, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, j'ai fait comme avec vous. Et je lui ai dit, OK, qu'est-ce qui t'aiderait? Et elle m'a dit, il faudrait que je passe plus de temps pour étudier. OK, parfait. Et tu as besoin de quoi pour passer plus de temps pour étudier? Et elle m'a nommé plusieurs choses. Pour chaque chose qu'elle m'a nommée, je lui ai demandé de réactiver son mouvement oculaire. Donc, par exemple, si c'est passer plus de temps, tu as besoin de quoi pour passer plus de temps, pour être capable d'étudier. Puis ensuite, il faut que ce soit du temps de qualité, on s'entend. Parce que passer plus de temps pour étudier, mais si en fait j'étudie pas ou j'ai la tête ailleurs, c'est pas trop aidant. Donc, tu as besoin de quoi? Et puis, en fait, dans son cas, c'est qu'elle avait besoin d'être plus concentrée parce que elle partait des fois et elle se souvenait plus ce qu'elle était en train de lire. Donc, on a demandé, OK, parfait, la concentration, super. Donc, demande à ton être intérieur, parce que c'est ce qu'on fait avec l'hypnose, d'aller chercher une expérience que tu as déjà vécue où tu as vraiment été très, très bien concentré. Et une fois qu'elle avait accès à cette expérience-là, on a regardé où bougeaient ses yeux. Et ça, c'était une ressource. Et ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire que la prochaine fois qu'elle va passer son examen, on va lui demander de placer ses yeux vers le haut. Mais pas uniquement, mais aussi vers le haut, vers le haut. Parce que c'est là que son inconscient a installé des ressources qui sont réactivées juste par le mouvement des yeux. C'est qu'imaginez, vous êtes en classe, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, il y a personne qui est là pour vous aider, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est pour ça que je dis de l'intérêt de l'EMA, c'est bien sûr l'utiliser si vous faites du coaching ou de l'accompagnement pour vos clients, mais aussi peut-être l'utiliser pour vous, vos enfants, la famille, les gens autour de vous. Il y a tellement de choses magnifiques qu'on peut faire avec cette approche-là, réellement. Donc, si je reviens ici, vous avez peut-être noté tout à l'heure où était l'activation de votre ressource, mais j'avais oublié de vous dire quelque chose. En fait, je n'ai pas oublié, je l'avais gardé pour plus tard. Il n'y a pas que l'endroit où bougent vos yeux qui compte, mais il y a aussi la localisation spatiale.
Ça veut dire quoi, la localisation spatiale? Ce que ça veut dire, en fait, c'est la distance, l'angle et la distance que ça va avoir par rapport à vous. Parce que ce qu'on cherche, c'est une localisation. C'est comme si on rentre chez vous et puis je cherche une ressource. Donc, admettons que c'est un verre d'eau que je veux. Et là, je vous demande, OK, où est-ce que je peux me prendre un verre d'eau? Et là, tu me dis, ben, Isabelle, il faut que tu ailles à la cuisine. Mais elle est où la cuisine? Tourne à droite, puis ensuite tourne à gauche, et la cuisine est là, et les verres sont dans le placard en haut. Le mouvement des yeux va nous donner la même indication que quelqu'un qui dirait va à droite, va à gauche, et c'est ici que ça se trouve. Donc, notre inconscient va aller chercher à l'intérieur de nous la ressource là où elle est et où elle peut être aidante pour la personne. Donc, d'où l'intérêt de faire une bonne localisation, une bonne spatialisation de ça. Donc, pour être capable de faire ça, je remets un partage d'écran. Si vous utilisez l'actualisation du mouvement oculaire pour guider quelqu'un, ben, vous allez bien sûr développer des compétences ou que vous avez peut-être déjà, et il faut bien observer. Il faut vraiment bien observer où les yeux vont. Et on peut, comme là vous voyez mes doigts, guider la personne avec les doigts pour faire le mouvement, parce que éventuellement, il y aura des protocoles et des techniques. Là, je vais juste vous parler du concept de base pour que la personne suive vos mains ou que la personne le fasse elle-même et peut prendre ses propres mains pour faire le mouvement ou même sans les mains si les yeux peuvent bouger. La personne a de la facilité à se localiser dans l'espace, par exemple. Donc, il faut bien suivre la personne dans son processus. Il faut savoir poser les bonnes questions. Donc, ça fait partie de, je dirais pas du challenge, mais ça va avec l'approche, la capacité de poser des questions. Déterminer la séquence du mouvement. Donc, moi, je vous montre beaucoup de protocoles différents selon les thématiques pour lesquelles les gens vont être là ou ont besoin de ça, par exemple. Et ensuite, ben, faut choisir le protocole en soi. Ça, c'est si vous guidez quelqu'un. Mais si vous voulez le faire pour vous-même, la première chose, c'est qu'il faut s'installer une auto-hypnose. Et pour ça, ce que ça veut dire, c'est que vous avez besoin d'apprendre qu'on vous montre comment activer les indicateurs de transe, comment savoir repérer vos indices, comment reconnaître vos propres indices, pour que quand ça arrive, les fois d'après, vous dites, ah, OK, c'est bon, là, je sais que je suis en lien avec mon inconscient, par exemple. Donc, il faut apprendre une forme d'auto-hypnose qu'on apprend avec l'auto-EMA, mais pas une hypnose, auto-hypnose comme on apprend habituellement en hypnose. Là, c'est plutôt l'utilisation des mouvements oculaires pour activer l'état de transe. Parce que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vais le redire parce que c'est complètement différent. Comme j'enseigne l'hypnose depuis plus de 40 ans, je peux bien vous en parler. Avec le mouvement des yeux, on fait juste bouger les yeux d'un côté et automatiquement, on active une ressource. C'est automatique. Et tout de suite, si on est habitué, on voit un repérage du mouvement par le mouvement oculaire et une activation d'un état de transe. C'est presque instantané. C'est tellement rapide que par les méthodes traditionnelles d'hypnose, ça prend plus de temps, beaucoup plus de temps. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment extraordinaire. Et après, si vous le faites pour vous-même, ben, on va partir d'un objectif, comme je vous ai proposé. Après, ben, vous devez apprendre à prendre conscience d'où vont vos yeux, parce que si vous n'avez pas conscience de ça tourne à droite, en haut, en bas, à gauche, vous allez être embêté pour le faire pour vous-même. Mais ça s'apprend. Encore une fois, tout s'apprend. Déterminer la séquence et choisir le protocole. Mais effectivement, que vous pouvez complètement faire le protocole par vous-même ou aller rencontrer quelqu'un en consultation qui l'utilise. Donc, si je récapitule, les mouvements oculaires sont liés à vos façons de penser et par conséquent à vos émotions. Intéressant. Donc, la façon de dire ça. Ensuite, si on active des ressources conscientes, c'est une chose, mais inconsciente, ça va favoriser le solutionnement et l'atteinte d'objectifs parce que votre inconscient
à des façons de faire, à des processus, à des programmations que presque à 100% du temps, votre conscient n'est même pas au courant. Et les protocoles, donc les différents niveaux de EMA, par exemple, démarrent avec des protocoles si l'objectif est plus facile à atteindre. Mais au fur et à mesure que des fois ça nous arrive, on a des objectifs plus complexes qui demandent plus de temps, plus de ressources externes, financières ou autres, où il y a plus de résistance, où il y a plus de défis, vous allez avoir besoin de techniques ou de protocoles EMA plus avancés qui vont contourner des résistances, qui vont installer des changements dans des situations qui pourraient être plus difficiles que juste installer une ressource. Donc, installer une ressource, on fait ça quand tout va bien, mais quand c'est pas suffisant, il faut vraiment rajouter autre chose. Donc, il y a une progression dans les techniques et les protocoles selon où vous en êtes. Mais on commence de toute façon par prendre conscience de nos ressources qui sont là. Après, je vous ai pas encore tout raconté, hein, j'en ai tellement à vous dire. Parce que vous allez dire, ouais, Isabelle, c'est bien beau tout ça, toi, tu as observé ça, que c'est l'hypnose et tout. Ouais, mais je vous avais pas dit. Mais le docteur Milton Erickson, donc celui qui a inventé l'hypnose ericksonienne, lui aussi, il utilisait le mouvement des yeux. Mhm. Et comment je le sais? Parce que j'ai pas rencontré le docteur Milton Erickson, malheureusement, il était déjà décédé. Je le sais parce que j'ai rencontré des personnes qui l'ont côtoyé et qui m'ont enseigné l'hypnose. Et le docteur Erickson, je l'ai vu en vidéo. Comme j'enseigne l'hypnose, vous pouvez dire que j'en ai vu des vidéos. Il utilisait les yeux. Quand la personne, par exemple, tournait son regard d'un côté, il allait utiliser, des fois il l'utilisait avec la main, des fois il l'utilisait avec son mouvement des yeux aussi, pour guider la personne à vivre certaines expériences. Donc pour moi, le mouvement oculaire, peu importe le nom de la technique, c'est une technique de mise en transe et d'utilisation de l'inconscient. D'où l'idée que c'est de l'hypnose. Dans mon cas, dans mon expérience, selon ce que j'enseigne depuis des années. Et Michel Kirouac, que je vous ai montré la citation tout à l'heure, hein, de l'Institut Milton Erickson du Québec, lui aussi me disait que pour le docteur Erickson, l'utilisation du mouvement oculaire, ça existait depuis bien avant que toutes ces techniques de mouvement oculaire soient développées sur la planète. Donc la PNL, qui a eu des inspirations, dire ah le mouvement des yeux ça doit vouloir dire quelque chose. Il faut comprendre que les créateurs de la PNL ont aussi modélisé le docteur Erickson. Donc après l'œuf ou la poule, dans le domaine de la recherche scientifique, il y a quelque chose que je trouve vraiment merveilleux que vous connaissez peut-être, c'est que c'est assez fréquent que des chercheurs dans différents pays font les mêmes découvertes presque en même temps. Ouais. Et ça porte même un nom. Mais c'est juste pour vous dire que c'est assez fréquent qu'on se connecte à de l'information, les idées vont arriver. Et je suis pas surprise que le docteur Erickson utilisait le mouvement des yeux. Je suis pas surprise que les créateurs de la PNL ont tout de suite réfléchi à il doit y avoir quelque chose d'intéressant dans le mouvement des yeux, que moi j'ai commencé à me poser des questions sur comment utiliser le mouvement des yeux, sur Francine Shapiro qui de son côté l'a utilisé, sur Steve Andreas qui l'a développé avec des vétérans, et il y en a plein d'autres. Chacun d'entre nous, on va utiliser, surtout dans mon cas, je suis une praticienne, donc je suis sur le terrain, je reçois les clients, je fais la consultation. On va utiliser notre expérience de vie. Et plus c'est une expérience enrichie dans un domaine, par exemple, ben plus on pourra guider les gens à utiliser le mouvement des yeux aussi, d'après notre expertise. Dans mon cas, c'est une orientation solution. Donc, pour moi, c'est vraiment clair qu'on va utiliser le mouvement des yeux dans le EMA uniquement pour des installations de force et de ressources. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de repérer quand la personne va dans des choses moins aidantes. Évidemment, je vais te donner un exemple. Mais on n'ira pas le creuser, on n'ira pas le travailler, ce n'est pas nécessaire. Juste aller dans les forces et les ressources, déjà, ça va faire pas mal de différence et aider la personne à générer ces changements et
je reviens au mot actualisation, à s'actualiser pour devenir, et pour moi c'était vraiment l'objectif, la meilleure personne qu'on peut devenir. Et ça vient aussi de Maslow, Abraham Maslow. Il disait devenir le meilleur de soi-même, la meilleure version de soi-même. Donc, si je sais que j'ai une mauvaise habitude, ben, puis que je veux la changer, mais que j'y arrive pas, on peut dire que je procrastine, ce qui peut être le cas. Ça peut être des résistances, ça peut être des inquiétudes, ça peut être beaucoup de choses. Mais imaginez si vous vous dites, est-ce que c'est possible que si je bouge les yeux d'une certaine manière, que ça me donne ce que j'ai besoin pour être capable de transformer des vieilles habitudes en quelque chose de bien aidant et utile pour moi aujourd'hui? Et la réponse est oui. Ça dépend comment vous le faites, bien sûr, ça dépend quelles ressources vous activez, mais oui. Et on le fait en hypnose, en activant des ressources inconscientes. Et ça, c'est une des choses qu'on fait avec le mouvement oculaire, c'est qu'à un moment donné, on va dire à la personne, qu'est-ce que consciemment tu sais que tu aurais besoin? Comme par exemple, j'aurais besoin d'être motivée. Et les yeux vont aller quelque part. Mais on va aussi demander à l'inconscient de laisser les yeux bouger et d'aller chercher une ressource que la personne n'a pas encore nommée, mais qui serait aidante pour elle. Et on fait le lien, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre le conscient et l'inconscient pour qu'il y ait une actualisation de ce que je sais que j'ai besoin, mais aussi d'aller chercher ce que je ne sais pas que j'ai besoin, mais que j'ai besoin pour pouvoir générer mon changement. Donc, le pont entre le conscient et l'inconscient pour qu'il y ait une collaboration mutuelle pour générer des solutions, des changements. Et là, je parlais de techniques de changement, mais des fois, c'est aussi pour avoir des pièces de solutions. C'est pour avoir une meilleure compréhension. Ça peut être pour des choses comme être plus calme, plus tranquille. Tellement de choses. Je parle beaucoup, je parle beaucoup. Alors là-dessus, j'aimerais bien voir si vous avez des commentaires, des questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans le chat aussi. Si vous voulez parler, vous exprimer, vous faites une petite main levée. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui voudraient me commenter, me dire? Donc là, j'ai vu des gens qui disaient que merci beaucoup, merci. Il y en a qui vont écouter tout ce qui est différent et la façon qu'ils ont appris les choses. Il y en a des gens qui m'ont vu en Polynésie, c'est ce que je vois aussi. Donc, il y en a qui veulent apprendre pour des pratiques dans le coaching familial, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui voulaient être là à titre privé pour apprendre des choses aussi, ou pour soi, pour les propres soins, c'est ce que j'entends. D'autres pour l'utiliser en coaching, par exemple. Tous les niveaux pour avoir une connaissance de l'outil approfondie. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont là par curiosité et par découverte. C'est super. Donc, je vérifie, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Ah, ben voilà. Mélanie, tu veux y aller? Je te laisse ouvrir ton micro. D'accord. Allô? Je me demandais si l'approche peut être utilisée de la même manière avec quelqu'un qui a un trauma crânien, qui est en guérison, là, tu sais, que le trauma est actif, là. Est-ce que ça fonctionne quand même? Euh, Ce qu'on fait avec le mouvement oculaire, il faut que la personne soit capable de bouger ses yeux. Ok. Donc, il y a certaines pathologies et certaines problématiques où c'est pas possible. Donc, Ok. je réponds large à ta question, hein. Mais Mhm. la question, c'est quand est-ce qu'on peut pas l'utiliser? Parce que il y a quand même plusieurs fois où on peut pas l'utiliser. Après, c'est comme n'importe quoi, il faut que la personne puisse activer des ressources. Donc, si quelqu'un est trop dans une déprime, une dépression, manque d'énergie, de vitalité, c'est pas le bon moment pour faire ce genre de choses. Elle a besoin d'un petit peu de temps pour récupérer un petit peu avant. Donc, il faut que la personne soit capable d'accéder au niveau des yeux. Il faut que la personne soit capable d'intégrer des ressources. Alors, d'autres mots, tu sais, des fois, je peux offrir un bon gâteau au chocolat à quelqu'un, mais si la personne n'a pas faim, c'est pas le bon moment. Elle va peut-être partir avec un doggy bag, cependant, ou en prendre une autre journée.
Elle va revenir la prochaine fois. Ah, ton gâteau, Isabelle. Donc oui, il faut s'adapter bien évidemment aux besoins de la personne et il faut faire confiance à votre côté professionnel pour dire avec telle personne c'est applicable ou pas. Personnellement, j'utilise plusieurs approches. Le MA, c'est un des outils que j'ai développé, mais je l'utilise pas tout le temps avec tout le monde. Donc, il y a des moments où c'est plus facile d'utiliser le EMA, comme par exemple quand les gens parlent pas beaucoup, Oui, parce qu'on n'a pas besoin de s'exprimer beaucoup. Donc, si les gens n'ont pas beaucoup de vocabulaire, ou bien s'ils veulent pas parler parce que pour toutes sortes de raisons, ils préfèrent ne pas le dire, là, ça peut être vraiment intéressant de l'utiliser aussi. Et puis même pour les gens qui sont très volubiles ou qui sont très analytiques, ça leur permet de sortir de ce mode habituel et de tester quelque chose de différent. Et des fois, la différence aide à générer des changements. Oui. OK. Merci pour ta question, Mélanie. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Je vais juste vérifier. Oui, vas-y, Claude. Je réactive ton micro. Ah, je t'ai perdu, Claude. Tu veux réactiver ton micro? Claude, tu voulais parler, je crois, hein? Il faut juste que tu ouvres ton micro. Parce que ton micro est fermé. Puis après, il y aura Evie. Tu n'arrives pas à ouvrir ton micro? OK, Claude, ton micro est fermé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Élie le temps que tu trouves comment ouvrir ton micro. C'est bon? Vas-y, Élie, je t'écoute. Oui, bonjour Isabelle. C'était pour Bonjour. rebondir par rapport à l'intervention de Mélanie. Oui, Quand on a des limitations physiques, oui, on l'a vu, c'est-à-dire paralysie des muscles oculaires et puis oui. d'autres problèmes neurologiques liés à la vue, euh, est-ce que justement faire un travail, comment, c'est un peu essai-erreur, quoi. Comment on peut amener un travail pour qu'il soit pertinent parce que j'imagine aussi que les limitations physiques sont dues à plein de choses émotionnelles de cette vie ou des autres vies. Oui. Comment on peut être amené à justement à essayer de débloquer tout ça pour trouver des solutions qui soient euh, Ben, viables? la beauté de la chose, et puis je sais que tu sais, Élie, mais ça va me permettre de l'expliquer. La beauté de la chose, c'est qu'il y a plein de techniques et de méthodes qui existent. Oui. Par exemple, les gens qui veulent aller plus au niveau physique, il y a du psychocorporel. Les gens qui veulent aller plus avec des disciplines analytiques, il y en a aussi. Des gens qui préfèrent faire un travail émotionnel, il y a des disciplines pour ça aussi. Donc, une limitation n'est pas une limitation à changer. C'est une limitation de méthode ou de technique. Mais c'est pas une limitation par rapport à un objectif de changement. Mais ça veut juste dire qu'il faut trouver la bonne approche. Donc, si quelqu'un a la difficulté à bouger les yeux, j'utiliserai pas le EMA. Mais je pourrais Oui, bien sûr. utiliser bien d'autres choses. Okay. Bien d'autres choses, parce qu'il y a bien d'autres approches. Moi, j'enseigne la PNL, j'enseigne l'hypnose, j'enseigne le coaching, et déjà avec ça, et d'autres choses. Et déjà avec ça, c'est déjà très bien. Et le EMA est un bon complément, je dirais, à un accompagnement que vous faites. C'est comme un outil additionnel qui peut être un outil en soi, parce que je connais des gens qui font que du EMA et c'est très, très bien. Donc, on peut faire que ça, mais ça peut être aussi un outil additionnel à une pratique que vous avez déjà. OK. Merci Isabelle. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Claude, as-tu réussi à ouvrir? Non, pas encore. Donc là, j'ai vu qu'il y avait Stéphane qui fait des massages, la particularité avec cette lenteur, du coup, ça réveille des émotions. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, à travers le mouvement corporel, à travers le massage, on active des mémoires et des mémoires qui montent. En fait, ce qui est fascinant à travers le massage, parce que j'ai déjà enseigné aussi à des massothérapeutes, c'est que quand la personne, on la masse, normalement, à moins qu'elle soit très tendue et très dans le mental, elle va en état de transe. Et on voit les indicateurs de transe. Donc, c'est un autre accès, on va dire, à l'état de transe. Et on peut libérer des émotions à travers l'hypnose ou à travers l'utilisation d'état de transe. Donc, oui, ça, je l'ai vu très, très souvent. Hélène avait une question. Hélène, tu veux la lire? Oui, en fait, je l'ai écrit. OK, alors je vais le lire, Hélène, parce que j'entends du rebound du... OK, donc Pardon? écoute ton micro, Hélène, parce que ça fait... J'entends
OK, je coupe. Hélène, j'ai fermé ton micro parce qu'il y a du bruit de fond, mais je vais lire ta question. Quelqu'un qui a de la difficulté à bouger les yeux, est-ce qu'on peut lui suggérer de garder les yeux fermés? La personne peut le faire avec un mouvement intérieur parce qu'on a remarqué que les aveugles euh, bougeaient des yeux aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont de la difficulté à bouger les yeux nécessairement. Mais quelqu'un qui vraiment aurait de la difficulté à bouger les yeux, on ne veut pas avoir de problème additionnel. Tu sais, c'est pas le but, là. Donc, vous avez bien compris que c'est une approche de mouvement oculaire qui est merveilleuse comme approche de mouvement oculaire. Mais si on ne peut pas accéder au mouvement oculaire ou si c'est risqué pour la personne, ben à ce moment-là, c'est sûr que je ne l'encouragerais pas à le faire du tout. Mais si la personne a cette capacité de bouger, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, parce que les yeux bougent même quand on a les yeux fermés, on peut très bien le faire aussi. Maintenant, l'intérêt d'ouvrir les yeux, c'est pour avoir une spatialisation, pour être capable de dire aussi, il y a tant de distance, il y a tant d'éléments, mais on peut le faire les yeux fermés si c'est ce que la personne préfère, oui, absolument. Wouh! Donc, je vous invite à en savoir plus. Vous allez avoir les liens, vous allez pouvoir écouter la conférence aujourd'hui. J'ai fait aussi plein de vidéos, démonstrations et autres qui sont sur les réseaux. Donc, sur les réseaux comme YouTube et autres, vous allez pouvoir aller écouter ça. Vas-y, Daniel, je t'écoute. Hmm. Ah, je t'entends pas, Daniel. Ouais. Je te vois bouger, mais ouais, là, je pense. Tu vas devoir écrire ta question, peut-être. OK, écris-moi ta question. Oui, Claude, ton micro ne fonctionne toujours pas. T'as réussi, là? Je t'entends pas, Claude. Je vois que ton micro est ouvert, mais je t'entends pas. Bon, il va falloir que tu m'écrives ta question aussi. On a des petits soucis techniques aujourd'hui, hein? Gênez-vous pas d'ailleurs, vous pouvez m'écrire à info@lapnl.ca. On va me transférer vos questions et ça me fera plaisir de répondre à vos questions sur l'actualisation par les mouvements oculaires ou sur la PNL ou sur l'hypnose ou sur les différentes formations que j'enseigne. Un gros merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci, Je dis bon, merci. je dis un gros merci à toutes les personnes qui nous écoutent aussi en différé. Ouais, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci Isabelle. Merci, Merci à tous. merci. Bye bye tout le C'est monde. Bye bye. Bye bye à vous deux. Bye bye tout le monde. Claude, Elisabeth.